Attirez-vous des personnes à réparer? Ressentez-vous les émotions des autres avant qu'ils ne parlent? Les gens se confient-ils spontanément à vous? Oui. Comment savons-nous si nous sommes un guérisseur blessé? Enfant, aviez-vous l'impression d'être plus âgé que votre âge? Étiez-vous aussi le mouton noir? Nous parlons de personnes qui ont une blessure particulière et qui veulent ensuite la transformer pour aider les autres. Et si ces blessures étaient justement ce dont nous avons besoin pour accomplir notre but dans la vie? Nous essayons d'encourager les gens à voir les blessures comme des ouvertures possibles. La capacité d'aider les autres vient souvent des endroits où l'on a soi-même été blessé. Pour ceux d'entre vous qui ont peut-être appris qu'ils étaient nécessaires avant de se sentir aimés, ceci est un appel à l'action. Bonjour, je suis Mayim Bialik. Et je suis Jonathan Cohen. Et bienvenue dans notre Breakdown. Êtes-vous une personne qui est très serviable envers les autres? Êtes-vous du genre à percevoir les besoins des autres avant qu'ils ne les perçoivent eux-mêmes? Êtes-vous une personne qui a vécu un parcours extrêmement compliqué et intéressant en aidant les autres dans leur propre parcours complexe et intense? Si c'est le cas, vous pourriez être un guérisseur blessé. Peut-être que vous êtes une personne qui a toujours possédé une forte intuition, mais que vous ne savez pas vraiment comment l'utiliser. Vous pourriez avoir un super pouvoir qui a la capacité de transformer non seulement votre propre système nerveux, mais aussi celui des personnes autour de vous. Ce super pouvoir peut vous rendre incroyablement compétent dans ton travail, mais il y a un risque. Épuisement d'énergie, burn-out, vous pourriez même vivre un effondrement important dans votre vie si vous ne savez pas comment maîtriser les capacités que vous avez peut-être été programmé à avoir. Le terme « guérisseur blessé » vient en fait du mythe de Chiron, C-H-I-R-O-N. C'était un centaure qui était le guérisseur blessé originel. Ainsi, Chiron était mentionné par Homère dans l'Iliade comme le plus sage et le plus juste de tous les centaures, et il était connu pour sa sagesse. Cependant, il a souffert d'une blessure dont il ne pouvait pas guérir, mais il ne pouvait pas non plus mourir, et ainsi il est devenu ce centaure sage qui ne pouvait pas se guérir lui-même. C'est donc un peu le cadre de la notion de guérisseur blessé. Et l'idée de blessé porte une certaine connotation, n'est-ce pas? Comme on peut dire « Oh, j'ai été blessé ». Je suis défectueux d'une certaine manière, il y a de la honte associée à cela. Mais si ces blessures étaient justement ce dont nous avons besoin pour nous aider à aller là où nous devons aller dans la vie, pour accomplir notre but de vie. Vous savez, l'expression « on ne peut le reconnaître que si on l'a soi-même », c'est une expression que vous aimez, n'est-ce pas? C'est comme si nous devions traverser certaines de ces expériences très difficiles et éprouvantes pour pouvoir nous présenter dans la vie et être efficaces. Je me demande souvent, vous savez, quand on rencontre des personnes qui sont thérapeutes, je me demande ce qui les a menés sur cette voie. Souvent, je me dis que c'est juste un désir d'apprendre quelque chose de précis et de le partager avec d'autres. Mais dans de nombreux cas, ce sont des personnes qui ont suivi leur propre parcours personnel et qui ont découvert que même l'apprentissage pour devenir thérapeute, les études qu'elles font et toute la pratique, cela leur offre en fait une fenêtre sur leur propre vie également. Combien de personnes étudient la psychologie, essaient de devenir thérapeutes pour mieux se comprendre elles-mêmes? Ça me rappelle le livre de Laurie Gottlieb, tu devrais peut-être en parler à quelqu'un. Et pendant qu'elle devenait, vous savez, thérapeute, elle en a vraiment appris plus sur elle-même au cours du processus qu'elle ne l'avait imaginé. Alors, comment décidons-nous, comment savons-nous si nous sommes une personne que l'on peut considérer comme un guérisseur blessé? Et qu'est-ce que cela signifie pour vous de connaître cette information? Comment cela change-t-il votre vie? Comment cela change-t-il ce qui vous motive? Parfois, le désir d'aider les autres peut être une surcompensation. Jung a décrit cette notion selon laquelle la capacité d'aider les autres vient souvent des endroits où vous avez vous-même été blessé. Peut-être que vous avez été ignoré, submergé, livré à vous-même, et tous ces moments deviennent alors le point de départ pour que vous puissiez aider les autres. Si quelqu'un se demande « Attendez une seconde, comment puis-je savoir si je fais partie de ces personnes ?» Voici quelques caractéristiques auxquelles vous pourriez vous identifier. D'accord, enfant, aviez-vous l'impression d'être plus âgé que votre âge? Vous avez souvent affirmé être une vieille âme. Les gens parlent du fait d'être une vieille âme. Faisons simple. Vous a-t-on déjà appelé une vieille âme? Étiez-vous le conseiller, le réparateur ou le médiateur de la famille? Je vais ajouter une chose. Étiez-vous aussi parfois la brebis galeuse?
Oh, intéressant. Le bouc émissaire de la famille? Vous sentiez-vous responsable des émotions des autres? Étiez-vous hyper attentif aux moindres changements émotionnels dans la pièce? Vous sentiez-vous obligé d'aider ou de guérir, même à vos propres dépens? Maintenant, vous regardez peut-être cette liste en vous disant que ce sont aussi des choses qui arrivent quand on grandit dans l'alcoolisme. Si vous grandissez dans une maison où quelqu'un souffre d'une maladie mentale, si vous grandissez dans une maison même où quelqu'un a une maladie chronique. Vous devenez la personne qui fait un peu tout ça. Vous devez mettre de côté vos besoins parce que quelqu'un d'autre dans la maison a un besoin plus urgent. C'est exact. Donc, l'idée ne serait pas que ce sont ces choses qui vous blessent, mais plutôt que vous pourriez avoir vécu une situation qui a créé en vous à la fois un désir et un conditionnement précoce, non seulement sur la façon dont vous faites ces choses, mais aussi sur l'impact que cela a sur les autres. Et c'est à ce moment-là que la codépendance entre dans la conversation. Aviez-vous l'impression d'avoir le pouvoir de guérir les autres et que si vous n'agissiez pas, les choses ne se passeraient pas bien? La maison ne pouvait pas fonctionner, ils ne se réconcilieraient? Aviez-vous l'impression qu'on vous avait donné ce pouvoir? Cette formation précoce peut souvent ressembler à quelqu'un qui, encore une fois, a vécu cette expérience de conditionnement. Plus tard dans la vie, cela peut vraiment devenir un point de départ pour être une aide précieuse, de manière appropriée et sans que cela ne vous nuise. De la même manière, vous pouvez être en train de scruter, attendant de voir comment évoluent les émotions dans la pièce, comment quelqu'un peut commencer à se mettre en colère ou à avoir une réaction émotionnelle. Et cette vigilance peut aussi être à la fois préjudiciable parce qu'elle vous maintient bloqué, mais elle peut aussi être très utile pour vous permettre de vous ajuster. Je me suis immédiatement demandé, qu'en est-il des personnes sur le spectre ou qui ne perçoivent pas les signaux émotionnels? Qu'en est-il des personnes qui ne sont pas forcément en phase avec les changements d'ambiance dans la pièce? Je dirais que ce qu'ils n'ont peut-être pas en capacité de traitement cognitif de ce qui se passe, ils peuvent en revanche en être très conscients et y réagir de façon somatique. Intérieurement. Une chose sur laquelle je voulais aussi revenir, se sentir plus âgé que son âge quand on est enfant ou entendre qu'on a une vieille âme, c'est vraiment une arme à double tranchant. N'est-ce pas? Parce que c'est une reconnaissance que tu portes en toi une certaine sagesse, une expérience C'est un code. qui peut dépasser ton âge. Par exemple, j'ai toujours eu des amis plus âgés. J'ai cru que les amis de mon frère devaient aussi être les miens. Je me suis rapproché d'un groupe plus âgé après son accident. J'avais beaucoup de mal à m'entendre avec les enfants de mon âge et je me retrouvais souvent avec des gens beaucoup plus âgés. Et tu as déjà décrit ça. Ça peut en fait être, je ne veux pas dire dangereux, mais ça peut l'être. Ça peut être dangereux parce que ça te place en dehors de la trajectoire normale de ce que quelqu'un de cet âge devrait vivre. Et même si tu as des moyens de te connecter, même si tu es mature, même si tu as une compréhension que d'autres personnes de ton âge n'ont pas, tu n'as pas toutes les expériences. Je me demande si parfois ce n'est pas le signe que tu as vécu des vies qui t'ont donné, je vais le dire, une forme de sagesse, une sorte de connaissance historique. J'ai eu par exemple des guérisseurs qui m'ont dit que j'avais vécu de nombreuses vies et qu'il y a quelque chose chez certaines personnalités. Les gens supposent souvent « Tu étais un enfant indigo ?» Je répondais « Non, j'étais très obéissante, pas du tout indigo. » Mais je me demande quand même s'il n'y a pas quelque chose d'énergétique que les autres perçoivent chez moi. Voudrais-tu savoir combien de vies antérieures tu as vécues? Bien sûr. Si tu écoutes seulement l'audio, tu n'as pas vu le roulement des yeux qui vient d'avoir lieu. Combien de vies antérieures ai-je eu? Plus de 1000. Est-ce que tout le monde a vécu plus de 1000 vies? Non, certaines personnes sont nouvelles ici. Comment tu le sais? Comment tu l'ignores? D'accord. Nous avons parlé de la thérapie, mais il y a aussi beaucoup d'autres professions où ce genre de sagesse et de perspicacité peut être utile. Prendre soin des autres. Lorsque nous avons parlé avec la doula de fin de vie, Martha Jo Atkins, elle a expliqué que pour beaucoup, le fait de prendre soin de quelqu'un est un processus qui guérit non seulement la personne à qui vous portez attention, mais aussi vous-même. Les soins infirmiers, l'enseignement, évidemment le travail spirituel ou énergétique, et même l'activisme peuvent être des formes de « laissez-moi réparer quelque chose ». Je sais ce qui est brisé parce que je le ressens, laissez-moi aller le réparer.
De plus, le fait d'être parent a une qualité similaire à celle de redonner les choses que vous n'avez pas reçues. L'une de mes phrases préférées sur la parentalité est « On ne peut pas gérer chez son enfant des émotions que l'on ne gère pas soi-même ». Si on vous a toujours dit « Tu dois être vu, pas entendu » ou « Vous savez, reste à ta place » ou « Vous savez, si on attendait de vous que vous agissiez d'une certaine manière quand vous étiez enfant, même si vous voulez changer cela et offrir à votre enfant quelque chose que vous-même n'avez pas reçu, cela peut faire remonter beaucoup d'émotions en vous. » La raison pour laquelle je ris en t'écoutant, c'est que, au lieu de dire que je suis mère de 2 enfants, je devrais dire que je suis leur guérisseuse blessée. Je veux dire, j'aime aussi cette idée, tu es en train de te rééduquer toi-même à travers tes enfants. Absolument. Je travaille évidemment avec des femmes dans des situations d'allaitement où elles ont, vous savez, des nouveau-nés et pour la première fois, surtout les mamans à qui je parle. Il y a ce moment où elles se disent « Oh là là, je pensais pouvoir tout contrôler ». Et vous vous attendez à ressentir ce manque de contrôle que nous avons souvent connu enfant quand vous le voyez chez ce nourrisson sans défense. En tant qu'adulte, on veut dire « j'ai réglé, réussi, tout géré ». Mais surtout si vous venez d'un foyer compliqué ou d'une situation complexe, tout cela va remonter à la surface quand vous serez dans une situation parentale. Absolument. Parlons de pourquoi les guérisseurs blessés existent. Nous avons un peu parlé de quelques-unes des façons dont une personne peut grandir et des différents scénarios. Il y a des parallèles ici avec les personnes très sensibles, avec le fait d'être un empathe et avec ce qu'on a exploré dans d'autres épisodes de Mental Breakdown. Mais parle de la façon dont tu grandis et de ce que cela crée. Nous avons déjà évoqué certains des environnements qui peuvent mener à des blessures, disons, ou qui peuvent mener non seulement à une blessure, mais aussi à une blessure accompagnée de la croyance qu'on peut la transformer, n'est-ce pas? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des blessures d'enfance et qui ne deviennent pas guérisseuses, et il y a beaucoup de personnes qui sont guérisseuses et qui n'ont peut-être pas de blessure. Nous parlons ici de l'intersection entre ceux ayant une blessure particulière ou un besoin non comblé, qui veulent ensuite aussi transformer cela en aide aux autres. Donc, un parent en détresse, si vous avez grandi dans une maison avec un parent en détresse, l'alcoolisme, c'est une cause très courante. Un parent atteint de maladie mentale, comme nous l'avons dit, une maladie chronique. Si quelqu'un a quelque chose comme la sclérose en plaques, s'il a un diagnostic de cancer qu'il doit gérer, Une douleur chronique. ou des maladies auto-immunes, ce genre de choses. Il y a un besoin constant que quelqu'un prenne le relais, et souvent, ça peut être un enfant. Aussi, s'il y a un niveau élevé de détresse financière. Bien sûr, Parce que toutes les choses que tu as mentionnées ont un point commun, et c'est un manque de prévisibilité émotionnelle. Explique-nous ces effets et pourquoi c'est nécessaire. c'est l'un des domaines où, en neurosciences, on a quelques informations sur ce qui se passe. Et ce qui se passe lorsqu'il y a de l'imprévisibilité, c'est qu'on réagit par un état d'hypervigilance. Donc, tu sais, évidemment, le cerveau est un détecteur de motifs et on adore quand il y a une certaine prévisibilité et on le sait grâce à de nombreuses études sur les animaux en particulier. Quand on introduit du chaos, quand on introduit de l'imprévisibilité, beaucoup de choses vont se produire pour compenser. Donc, l'une des réactions est l'hypervigilance, une autre est aussi un flou des limites de sécurité, ce qui veut dire que tout devient plus ou moins acceptable. Si cela essaie de maintenir ou d'établir une forme de contrôle ou la croyance que vous êtes aux commandes. Donc, ce que vous avez, c'est un cerveau qui est constamment en train de scanner, et plus enclin à être distrait, et aussi plus enclin à chercher des endroits où vous pouvez combler ce vide. Qu'est-ce que cela signifie de combler ce vide? L'une des choses qui nous fait nous sentir mieux lorsqu'il y a de l'imprévisibilité, c'est de trouver des endroits où nous comptons. Et quand je pense à cela en termes de relations, n'est-ce pas? Par exemple, pourquoi quelqu'un élevé ainsi choisirait-il une personne demandant beaucoup d'attention en couple? C'est parce que ça te donne un but, ça te donne quelque chose à faire, ça te donne ce faux sentiment de « Oh, eh bien, c'est un désastre pour cette personne, je vais arranger ça pour elle ». On entend souvent ça et je sens que Valérie approuvera. Quand tu entends des femmes avec des hommes exigeants qui demandent d'être surveillés et dépendent de toi, ils répètent sans cesse « Fais ceci ou cela pour moi, je ne peux pas m'en charger moi-même ». Et il y a souvent un partenaire qui veut tout combler, genre « Oh, je vais le faire, je vais m'en occuper, je vais prendre ce rendez-vous chez le médecin pour lui, je vais l'encourager à manger, tu vois, je vais faire ça ». Ce genre de relation qu'on définirait comme une relation de codépendance implique aussi beaucoup de ces éléments.
L'hypervigilance, être toujours disponible pour cette personne. Cela peut arriver dans toute relation, pas seulement entre un homme et une femme. Et ce qui est important à comprendre avec ces caractéristiques, c'est que vous pouvez donner, soutenir, être un partenaire extraordinaire, un thérapeute ou un guérisseur remarquable, une infirmière. Mais si cela vient d'une blessure ouverte, vous risquez de trop donner, de ne pas ressentir de réciprocité. L'importance de connaître les blessures que nous avons, c'est pour que nous puissions les reconnaître et en prendre soin intérieurement et par nous-mêmes. Et ensuite agir dans le monde en tant que personne plus intégrée, n'est-ce pas? Comme lorsque nous agissons en cherchant à nous réparer nous-mêmes par des actions extérieures, cela peut être une recette pour nous mener à l'échec. Nous savons que l'amygdale, qui traite généralement la peur, mais qui est aussi impliquée dans toute émotion comportant une composante de peur ou de menace, peut être hyperactive dans ce genre de situation. Il existe aussi des recherches très intéressantes montrant que le cerveau des personnes engagées dans des relations de codépendance a tendance à s'accorder pour ressembler davantage à celui de la personne dont elle s'occupe. Vous savez, nous avons un système miroir dans notre cerveau qui reflète ce que les autres vivent et font. Et l'idée d'une base chimique pour ce type de blessure serait « J'adapte l'environnement de mon système nerveux pour qu'il ressemble davantage au vôtre afin d'être plus en harmonie avec vous. Je connais vos besoins et j'ai presque l'impression qu'ils sont aussi les miens, non? » Cela ressemblerait à un besoin compulsif et à une obligation d'être utile dans cette situation. C'est l'une des explications les plus intéressantes d'un phénomène dont nous avons déjà parlé auparavant. L'idée que je vais modifier mon schéma cérébral pour que tout mon système soit conscient de tes besoins. C'est un peu comme si, d'un côté, je pouvais le faire d'une manière qui respecte des limites et la responsabilité. Imagine le super pouvoir, non? Je peux te suivre, je suis capable de t'anticiper, je suis capable d'être présent. Et tu te sens probablement tellement bien compris par moi que tu te dis que personne d'autre ne te comprend à un niveau aussi profond. Mais comme cette conversation ne concerne pas la codépendance, tu vois à quel point cela pourrait vite devenir compliqué dans une relation. Parlons de ce que cela signifie si ton aidant possède ses super-pouvoirs. Parlons de ce que cela signifie si ton thérapeute possède ses super-pouvoirs. Parlons de ce que cela signifie si des personnes occupant des postes professionnels sont, je ne sais pas, vraiment sensibles à la lecture des micro-signaux que tu envoies. Si tu racontes ton histoire à un thérapeute, un conseiller ou un travailleur social, il pourrait remarquer des choses et t'aider d'une façon dont tu ignores avoir besoin. Et si cette personne ressentait quelque chose dont tu n'es pas encore conscient dans une relation? Tu dirais « Ne me dis pas comment je dois me sentir ». Mais si c'est un thérapeute, tu as quelqu'un qui te dit « Est-il possible que… » Et il t'ouvre à une chose à laquelle tu n'as peut-être pas accès. Pourquoi? Parce qu'on est dans le déni. On veut protéger ça. On veut rester comme on est parce que c'est confortable. Ce serait vraiment un super pouvoir incroyable d'avoir un thérapeute qui est un guérisseur blessé. Et si ton thérapeute, ton guérisseur ou ton soignant avait aussi de fortes capacités intuitives? Ce serait exactement le genre de choses que nous voudrions. Pas qu'une personne nous dise ce qu'elle pense qu'il se passe avant que tu puisses le confirmer. Mais l'idée qu'elle puisse avoir une intuition « Oh, quelque chose ne va pas. Je ne peux pas te dire combien de fois j'ai dit des choses à ma thérapeute où j'étais là, j'ai réalisé ça. Elle était là, oui, j'attendais ta conclusion. On ne peut pas te forcer à y parvenir non plus. Mais au moins, tu as un cadre dans lequel tu es protégé pour le moment où tu auras les révélations que ton soignant a peut-être déjà pressenties. » Si tu es un guérisseur blessé, tu dois en savoir plus à ce sujet. Parce que si tu utilises automatiquement ton intuition et que tu utilises ces capacités sans en avoir une compréhension consciente, tu risques de pousser les gens au-delà de ce qu'ils réalisent, parce que tu penses que c'est évident. Eh bien, je veux dire, personne n'a envie d'aller voir l'ami qui te dit « Je sais tout ce qui se passe et toi, non ». Si tu as déjà essayé de convaincre quelqu'un de quitter une relation, qu'il ou elle devrait partir, cette personne ne partira pas tant qu'elle n'est pas prête. Et puis, tu deviens juste l'ami qui dit « Eh bien, je n'ai plus envie d'en parler parce que je sais comment ça va se terminer. » Je n'ai pas d'expérience là-dedans. C'est l'heure du quiz. Une des choses que je préfère faire pour vraiment comprendre si vous correspondez à certains des critères dont nous parlons dans ces épisodes en solo, là, on dirait vraiment un moment quiz. Alors, sortez vos stylos. À vos stylos. Sortez votre feuille.
Nous avons un quiz noté sur 10 points et le quiz est « Pourriez-vous être une guérisseur blessée ?» 10 questions. C'est oui ou non. Étiez-vous le soutien émotionnel dans votre famille? Moi, je l'étais. Oh, pardon, je n'ai pas besoin de répondre à voix haute. Non, tu n'étais pas le soutien émotionnel dans ta famille. Je ne l'étais pas, même si Tu étais la raison pour laquelle les gens cherchaient du soutien émotionnel. ce n'était pas moi, c'était mon frère, mais moi, j'étais le ressort comique, ce qui est un peu différent. Donc je vais m'accorder un demi-point pour celui-là. Ressens-tu ce que les gens ressentent avant qu'ils parlent? Je savais déjà que tu allais dire ça. Est-ce que les gens se confient à toi sans y être invités? Oh mon Dieu, oui, désolé. Te sens-tu coupable si tu ne peux pas aider quelqu'un? T'es-tu déjà senti responsable du bien-être de quelqu'un? J'en ai été responsable. Le chaos, les conflits ou l'imprévisibilité activent-ils ton corps? Donc, ce que cette question demande, c'est si tu vas quelque part, par exemple dans une grande gare bruyante où tout part dans tous les sens, est-ce que tu te sens désorienté? Est-ce que tu te dis « Oh, je n'arrive pas à… » Je décrivais ça quand mon fils cadet était petit. S'il y avait trop de stimulation visuelle, ses jambes ne fonctionnaient plus. Par exemple, quand on est allé à Disneyland, il s'arrêtait tout simplement. Donc, est-ce que trop de… En gros, les informations extérieures te font te sentir agité, déstabilisé ou comme si quelque chose n'allait pas. Je vais aller encore plus loin et dire que si tu es dans un environnement, ce n'est pas forcément une gare, ça peut être un environnement de travail et qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Bien sûr. Comment réagis-tu? As-tu besoin d'un haut niveau de prévisibilité dans les dynamiques sociales pour te sentir en sécurité? Très bien, c'était la question 6. Le chaos, le conflit ou l'imprévisibilité activent-ils ton corps? Attires-tu toujours des personnes à réparer? Si tu n'as pas besoin d'aide, on ne devrait pas être amis. C'est comme ça que je décide. Te sens-tu plus calme en aidant les autres qu'en recevant de l'aide? Excellente question. Donc, je pourrais aussi l'interpréter. Est-ce que tu trouves qu'il est difficile de recevoir des soins, de l'amour, de la présence ou de la gentillesse, mais que tu te sens bien quand tu les donnes à quelqu'un d'autre? C'est une excellente question. La douleur de quelqu'un d'autre te semble-t-elle être ta responsabilité personnelle? Je me disais juste que c'est comme ça qu'on est programmé. Oh, tu souffres. Nous souffrons toutes, c'est comme ça. Choisis-tu des carrières ou relations où on dépend de toi? Si tu as répondu oui entre 1 et 4 fois, tu es sensible. Félicitations, mais tu n'es pas forcément une guérisseuse blessée. Si tu as répondu oui entre 5 et 7 fois, tu as ce schéma. Ça plane, et entre 8 et 10, c'est ça. Toi et moi, nous sommes l'archétype classique du guérisseur blessé. J'ai eu un 6, mais Pardon, quoi? voici pourquoi j'ai eu un 6. Pour beaucoup de ces choses, si vous m'aviez demandé il y a des années, j'aurais dit oui et maintenant je dirais non. Tu es un simple guérisseur, pas blessé. Donc celle qui dit « le chaos, le conflit et l'imprévisibilité activent-ils votre corps ?» J'aurais dit oui auparavant, mais maintenant Je ne sais pas qui tu es. J'aime un peu de chaos. Non, D'accord. Tu crois pas? Oui, tu aimes le chaos et tu es à l'aise avec. Mais je sais aussi que si on va quelque part où tu ne ressens pas une bonne énergie des gens, des lieux ou des choses, ton corps réagit tout de suite. Je n'aime pas aller à Disneyland, honnêtement. Oui, je pense que ce serait chaotique. Ce serait une situation chaotique. Tu n'aimes pas les conflits? Non, je n'aime pas les conflits. Oui, je pense que ça active ton corps. C'est tout. J'ai donc répondu oui. Est-ce que tu attires des personnes à réparer? C'est pour ça qu'on est là. Est-ce que tu te sens plus calme quand tu prends soin des autres? Oui, parce que la plupart des gens ne s'occupent pas correctement des autres. Tu ne prends pas vraiment soin des autres. Ce n'est pas vrai. Tu aimes qu'on prenne soin de toi? Non, car la plupart des gens le font mal. Je pense qu'on est dans un autre quiz en ce moment. C'est le quiz. Êtes-vous impossible? Ressens-tu la douleur des autres comme si c'était ta propre responsabilité? J'aurais dit oui auparavant. Je suis d'accord. Et c'est quelque chose que j'ai commencé à remarquer, à travailler activement et à reconnaître. Quand ça arrive, je prends du recul, je repousse leur énergie, je me dis « tu peux exister sans que ça m'affecte », c'est tout un processus. Revenons sur ce qu'est ce quiz. Avez-vous les caractéristiques d'une guérisseur blessée? Si à un moment donné vous avez senti que la douleur des autres interférait avec la vôtre, c'est pour moi un signe que vous avez des qualités de guérisseur. Cela vient probablement de ce genre d'endroit. La question n'est donc pas tant « pouvez-vous le gérer ?» Tout le monde pense déjà que vous êtes très doué pour ça.
Votre capacité à percevoir les besoins des autres au point de vous demander « Est-ce que cela m'appartient ?» Cela indique « Je pense que ce serait un oui ». En fait, oui, et je l'ai fait tellement souvent que j'ai dû trouver et me concentrer sur une pratique pour m'aider à comprendre ce qui m'appartenait et ce qui appartenait aux autres. Et si tu es quelqu'un qui a cette expérience, envoie-moi un message sur Substack. Nous allons faire un live entier sur la façon de créer une bulle d'énergie autour de soi pour repousser l'énergie des autres. Dans le podcast, nous avons souvent abordé le fait que nous sommes des êtres d'énergie, nous en avons, la transmettons et en sommes entourés. N'est-ce pas? Et si nous ne construisons pas activement un espace pour nous-mêmes, nous pouvons être submergés. Cela peut être aussi simple que d'être vraiment conscient que quelqu'un a besoin d'aide d'une certaine manière. Et ces personnes qui sont exceptionnellement empathiques peuvent avoir une composante de guérisseur blessée en elles, elles peuvent ressentir le besoin de cette personne à un niveau physique. Oui. Comment reconnaissez-vous cela? L'éloigner de votre niveau physique et le pousser pour qu'il soit plus loin de vous? Ce n'est pas que vous changez cette personne, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas l'empêcher d'être dans le besoin, mais vous pouvez changer la façon dont vous le vivez. C'est la différence entre être triste et percevoir la tristesse de quelqu'un d'autre. Vous pouvez sentir que quelqu'un a besoin d'aide et éprouver une douleur au cœur, ce qui peut être un signal pour vous. C'est une compétence puissante que de faire écho et de refléter dans son propre corps. Parce que c'est de la communication, vous recevez un niveau élevé de communication intuitive ou même, je dirais, une forme de communication psychique. Cependant, si ce n'est pas équilibré et que vous n'êtes pas conscient de la façon d'interagir avec cela, cela peut prendre le dessus sur ce que vous ressentez réellement. Donc, en l'enlevant et en apprenant à le reconnaître et à le libérer, vous pouvez retrouver la perception de votre propre corps physique. J'ai un souci avec psychique, mais ce sera pour plus tard. Ça, c'est pour une autre fois. Parlons de certains des pièges liés au fait d'être un guérisseur blessé, et ceux-ci sont différents des pièges d'une personne qui a des blessures, n'est-ce pas? Parce qu'ici, on parle d'un sous-ensemble très spécifique, en quelque sorte. Lorsque vous êtes dans une profession de soins, ces choses sont amplifiées. Oui. Donc vous vous placez dans un environnement où la blessure peut être réactivée. Et ensuite, cela peut vous amener à un endroit où vous pourriez être blessé ou subir encore plus de dégâts. Lorsque nous avons parlé à Elisabeth Krohn, qui a été frappée par la foudre et est revenue d'une expérience de mort imminente avec des capacités étranges à voir dans différents royaumes du temps, elle a expliqué qu'elle a commencé à recevoir des clients après qu'on lui a dit « Si tu vois tout, fais des lectures ». Et elle a dit qu'elle ressentait un fardeau immense, elle ressentait un fardeau émotionnel de porter toutes ces informations. Donc, c'est l'une des choses. C'est une cause d'épuisement pour beaucoup de personnes. Si vous êtes dans une profession de soins ou d'accompagnement, vous pouvez vous épuiser. Votre système porte tellement de choses. En plus, l'idée que dans sa vie personnelle en particulier, on attire des personnes qui ont besoin d'être sauvées, c'est vraiment difficile. Je me demande toujours, comment sont les thérapeutes quand ils rentrent chez eux? Tu sais, comment fais-tu pour ne pas psychanalyser toutes les personnes avec qui tu interagis? Comment fais-tu pour être une personne qui sort avec quelqu'un? Si tu es thérapeute et que tu as des capacités intuitives, comment fais-tu la distinction? Et ça peut brouiller la frontière. Je connais beaucoup de thérapeutes qui, pendant leur temps libre, prodiguent aussi de nombreux soins aux autres. Parce que tu as de la sagesse, tu as cela à offrir. Et il faut vraiment des limites très claires pour ne pas t'épuiser ou trop donner. Une autre façon d'expliquer cela serait « Comment fais-tu pour t'assurer que les personnes dans ta vie te donnent le même soutien que celui que tu offres aux autres ?» Quand tu es habitué à un environnement de soutien, surtout si tu sais reconnaître ces schémas en profondeur. Et aussi, est-ce que tu peux simplement désactiver ça? Comment fais-tu pour t'assurer que tu ne fais pas simplement de tes amis des personnes que tu verrais autrement en thérapie? Oh, c'est difficile, surtout à Los Angeles. Non, mais je pense que plus on en est conscient, surtout plus on est attentif à savoir si quelqu'un nous épuise. Est-ce que je me sens vraiment vidé après avoir interagi avec cette personne ou est-ce qu'il y a un fort sentiment de devoir leur répondre au lieu de me dire qu'ils vont me comprendre, qu'il n'y a pas le même niveau de malentendu pour lequel je vais devoir m'assurer que tout est bien interprété? Quand on est accueilli à un niveau où il y a de l'espace, de la réciprocité, c'est beaucoup plus valorisant et énergétiquement stimulant. Je veux aussi aborder encore une fois certains de ces super pouvoirs et comment cela peut vraiment être une force
est d'être une personne qui a connu certaines blessures et qui peut ensuite transformer cela en guérison pour autrui et percevoir chez les autres ce qu'ils ignorent eux-mêmes. Donc, nous avons déjà parlé un peu de la capacité à gérer la reconnaissance des microsignaux, d'avoir une capacité intuitive, la reconnaissance des schémas. Vous savez, les personnes qui sont des guérisseurs blessés sont souvent profondément empathiques et spirituellement ouvertes dans de nombreux cas. Beaucoup de personnes qui ont vécu des épreuves se préparent ou l'univers les prépare. Des capacités extrasensorielles ou une hypersensibilité, ce genre d'autres phénomènes psy, plus de capacités dont Jonathan parle. Il y a une capacité à un niveau très élevé de ressentir ce dont les gens ont besoin et de pouvoir l'offrir d'une manière que les personnes qui n'ont pas vécu ces blessures ne peuvent tout simplement pas offrir. Si vous n'avez jamais rencontré quelqu'un qui possède ces capacités, ou peut-être si vous les utilisez sans réaliser à quel point elles peuvent impacter la vie de quelqu'un. Vous savez, j'ai dirigé 4 entreprises. La plus grande équipe que nous avions comptait 100 personnes, mais la plupart des équipes comptaient en moyenne entre 15 et 20 personnes. Et la quantité de malentendus qui se produisent, même parmi des personnes formidables et talentueuses, juste pour clarifier quel est l'objectif, est énorme. Et cela peut vraiment faire dérailler les choses et mettre des bâtons dans les roues. Et c'est vrai dans tous les aspects de la vie. Par exemple, quand tu sais exactement ce que j'essaie de dire, ça ne m'enlève pas la responsabilité de communiquer. Mais parfois, les gens se disent « Oh, j'ai une vague idée ». Et quand quelqu'un te rencontre à un endroit où il te comprend vraiment, le système nerveux de la personne se sent plus détendu parce que tu ne crains pas d'être mal interprété. Quand un ami, juste comme toi, tu exprimes quelque chose et il peut te répondre « Tu sais, j'entends ça et j'entends aussi ça. Peut-être qu'il y a autre chose qui se passe pour toi. » Pas pour t'enlever ton autonomie, mais pour mettre en lumière toutes les choses non dites qui sont communiquées en permanence. On se sent tellement plus connecté aux gens et on peut alors même se sentir plus connecté à soi-même. Parce qu'au lieu d'essayer d'enlever le sable des rouages de la connexion, tu es vraiment ressenti, vu, ton cœur s'ouvre, tu te détends et tu te dis « Eh bien, de quoi d'autre pourrait-on parler ?» Et tu as déjà vécu ça. Toi et moi avons même pratiqué le fait de retenir tout malentendu et de dire « Quoi d'autre ?» Dans n'importe quel environnement où tu ressens la possibilité de te connecter, c'est-à-dire d'être capable de créer du lien, d'aider, que ce soit dans un cadre professionnel ou même personnel, nous encourageons à voir les blessures comme des ouvertures possibles et des endroits où ils ont la capacité et le pouvoir de créer ce type de connexion qui peuvent vraiment désamorcer une situation, donner aux gens un sentiment d'appartenance et aider les choses à se dérouler plus facilement. Donc ce n'est pas seulement dans ce domaine interpersonnel, cela résonne aussi dans des situations plus larges. Quand nous sommes témoins, vous savez, c'est l'expérience de la fente. D'un point de vue spirituel, si on extrapole cela, quand quelqu'un nous observe, on change, vous savez, quand on agit seul, on peut aimer être seul. Mais quand quelqu'un nous voit à ce niveau-là, je pense vraiment que cela a un pouvoir de guérison. C'est pourquoi tant de personnes qui ont cette capacité se tournent vers ces professions. Absolument, et c'est encore une fois un peu le super pouvoir que nous essayons de reconsidérer ainsi. Aussi, nous avons parlé dans beaucoup d'autres épisodes de... Si vous êtes quelqu'un qui est blessé et que vous sentez que vous voulez être un guérisseur, il y a certainement des choses que vous devriez examiner. Vous voulez être capable de réguler votre propre système nerveux, vous voulez pouvoir ne pas vous sentir perturbé ou dérangé en interagissant avec d'autres personnes. C'est ce que les gens apprennent surtout en commençant la guérison. Maintenir des limites émotionnelles saines est extrêmement important, surtout dans vos relations personnelles, afin que vous vous sentiez clair lorsque vous interagissez avec les autres. Et il est aussi important d'apprendre à recevoir du soutien et pas seulement d'être celle qui donne des informations, de la guérison et de l'aide, mais aussi d'apprendre à équilibrer ses besoins afin que vous puissiez également accomplir la guérison dont vous avez besoin. Parce que beaucoup de gens vont attirer des personnes qui prennent ou des personnes qui ont besoin d'être sauvées. Et cela peut sembler agréable au début de jouer ce rôle parce que vous appliquez toutes les compétences et capacités que vous avez naturellement. Mais vous devez faire attention. Est-ce que cela vous épuise finalement? Êtes-vous avec quelqu'un qui va vous élever? Soyez soutenu énergétiquement. Pour celles d'entre vous qui ont peut-être appris qu'elles étaient nécessaires avant, vous avez ressenti que vous étiez aimé.
C'est un appel à l'action pour que vous vous rappeliez que ce n'est pas parce que vous êtes utile aux autres, ce n'est pas parce que vous aidez les autres. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore des choses en vous qui ont besoin d'attention. Nous en donnons un petit aperçu ici dans cet épisode. Identifier quand les limites ne fonctionnent pas est un processus à la fois intellectuel et physiologique. Vous savez, surveillez vos signaux physiologiques, ce que votre corps vous dit. Essayez de repérer les signaux qui vous semblent vous égarer et peut-être vous épuiser. Tu as dit, si tu te sentais utile avant, tu te sentais aimé. C'est juste, j'ai ressenti ça quand tu l'as dit. Je pense que beaucoup de gens peuvent s'y retrouver. Et la réécriture, c'est « ma valeur ne se mesure pas à mon utilité ». Je peux aider sans être absorbé. Je peux me soucier sans porter le poids. N'est-ce pas? Et si nous utilisons ces reformulations, quel effet cela a-t-il sur notre corps? Oui. Nous méritons d'être aimés, même si nous ne sommes pas utiles. Nous aimerions savoir, pour tous les guérisseurs blessés qui nous écoutent, quelle a été votre expérience? Y a-t-il eu des moments où c'était difficile et où cela ne semblait pas possible? Et comment avez-vous vécu ce déclic, ce moment où vous avez compris que vous pouviez tout gérer, y compris vos propres besoins? S'il y a d'autres exercices dont nous avons parlé, ou des façons d'identifier et de travailler sur la mise en place de limites, de clarifier votre espace ou de savoir quand vous êtes entraîné, faites-le nous savoir et retrouvez-nous sur Substack pour approfondir le sujet. Et de notre propre mental breakdown à celui que nous espérons que vous n'aurez jamais, on se retrouve la prochaine fois. Maya Bialik's breakdown, she's gonna break it down for you. She's got a neuroscience PhD or two. One